Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils s'en foutent ces Bretons. Ils s'en foutent ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestois, brestoises, il fait froid, mais le stade brestois réchauffe nos cœurs. Bienvenue pour ce 94e épisode de Brest On Air, où je suis rejoint comme d'habitude par Yann, qui est à côté de moi cette fois. Comment vas-tu, mon cher Yann? Ça va, je me prépare à un match du Stade Brestois le jeudi soir, et on espère que ça deviendra une habitude. Voilà. Eh oui, il va falloir Les pieds dans le plat. s'y habituer. Et Fanche, de l'autre côté de l'ordinateur, comment vas-tu, mon cher Fanche? Bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Bah écoute, comment ça ne pourrait pas aller bien, en tout cas sportivement en ce moment avec ce que nous propose le Stade Brestois. Effectivement, 2 mois et demi qu'on ne s'était pas écouté, entendu parler autour du Stade Brestois. Et il y a eu du bon, du moins bon. Et on s'est quitté évidemment dimanche sur un excellent contre Clermont. Il y a eu évidemment du moins bon contre Toulouse, du bien contre, malgré les défaites, notamment contre Paris, contre Lille, où c'était pas déconnant, contre Monaco également. Mais effectivement, on va revenir sur ces 2 mois et demi où je pense que le maître mot, on va dire, pour ce Stade Brestois QV 2023-2024, c'est peut-être plaisir. Oui, le plaisir c'est effectivement le mot qui illustre bien, je dirais, les dernières performances, et en tout cas la saison en général du Stade Brestois. Et particulièrement, il s'adapte particulièrement bien, je dirais aussi, au match qu'on a vu dimanche dernier contre Clermont, où de la première à la dernière minute, finalement, on a vraiment pris du plaisir à voir les joueurs. Mais j'imagine aussi, je pense, alors je suis pas dans le secret du vestiaire bien sûr, mais que les joueurs eux-mêmes prennent du plaisir à jouer les uns pour les autres et à jouer pour cette équipe et pour ce club. Et c'est extrêmement plaisant de voir un effectif comme ça, une équipe qui va de l'avant, de voir des joueurs qui étaient remplaçants, qui entrent, qui font la différence. Il y a vraiment une dynamique en ce moment qui est extrêmement positive au Stade Brestois. Alors combien de temps ça va durer, on va certainement en parler ensemble, mais c'est extrêmement positif pour l'instant. Cette première partie de saison est une vraie réussite à mon sens. Vous savez, moi je suis un humain assez classique, j'aime bien la stabilité et ne pas avoir de mauvaises surprises. Et ça, c'est l'autre mot-clé, Stade Brestois, c'est qu'on n'est pas surpris toutes les semaines, ce qu'on voit, on s'y attend. On n'a pas de mauvaises surprises, on n'a pas de match où on est passé à côté. C'est génial. Voilà, on sait qu'on va prendre du plaisir et on le prend. Après, tu parles de mauvaises surprises, on n'a finalement pas non plus de bonnes surprises, parce que en fait, depuis le début de saison, on sait à quoi s'attendre avec ce Stade Brestois. Oui, c'est vrai, on en parlait après le match contre Il y Clermont. a beaucoup de régularité dans les performances au fil des semaines, et ça c'est l'une des peut-être les choses les plus difficiles à réaliser pour une équipe de football, que tout le monde soit sur la même page semaine après semaine. Et évidemment, beaucoup en tout cas de crédit revient au staff, à Eric Serge Roy naturellement. Et tu parlais de plaisir, surtout de plaisir des joueurs. C'est vraiment ce qu'on sent, je dirais, dans les performances quand on regarde les matchs, notamment évidemment exacerbé par la victoire contre Clermont et le scénario du match. Mais c'est sûr qu'à 2-0, même avant le troisième but de Del Castillo, on sentait une équipe qui prenait du plaisir à jouer entre elles, avec tout le monde se faisait des passes à tout le monde. Il n'y avait pas un joueur qui était un peu exclu. De toute façon, finalement, on le voit avec Brahimi, les joueurs qui ne sont pas dans l'esprit s'excluent eux-mêmes du groupe. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de carapace autour de ce groupe qui respire, on va dire, le plaisir de jouer ensemble, le plaisir peut-être de vivre ensemble également. Et cette image de Del Castillo qui sort et qui est applaudi évidemment par les spectateurs, mais aussi par 4 ou 5 coéquipiers. C'est pas tout le temps qu'on voit des images comme ça, et je pense que ça dit long sur le groupe qu'on peut voir au Stade Brestois ces années, qui a un peu un désert
de Stade Brestois de l'année de la montée, hein, avec les Faussuriers, Chardonnay. C'est peut-être des joueurs qui seront encore amis dans 5-6 ans parce qu'ils auront vécu des belles années, des belles choses au Stade Brestois, et ça fait plaisir en tant que supporter. Je te trouve un poil sévère juste quand tu dis qu'on n'a pas vraiment de bonnes surprises, dans le sens où moi j'ai quand même été... Déjà cette régularité, pour moi c'est une bonne surprise de voir qu'on assume lors des matchs qu'on doit gagner. Le match contre Clermont, on partait favori, et jamais on a tremblé sur ce match. Alors effectivement, peut-être que pour toi tu le considères pas comme une surprise, mais si on prend le match de Lens par exemple, qu'on arrive à retourner de 2-0 à 3-2, cette équipe me surprend, cette équipe qui va être menée à Reims mais quand même remporter la victoire, cette équipe qui bouscule le PSG, qui va également bousculer Marseille au Vélodrome. Pour moi, alors même si effectivement en termes comptables les points n'étaient pas au rendez-vous après ces rencontres précisément, c'était quand même plutôt une bonne surprise. Et même dans le jeu, on avait dit l'année dernière que Éric Roy avait réussi à redonner de la confiance à cette équipe, une certaine stabilité, mais n'avait pas non plus fait des miracles en termes tactiques. Au moins, c'était assez clair à comprendre ce que l'on faisait. Là, je trouve que dans le jeu, c'est aussi assez intéressant. Les buts qu'on marque contre Clermont, le deuxième et le troisième but sont assez remarquables en termes de construction, dans deux styles différents, une plutôt en construction, une construction d'équipe avec de nombreuses passes, l'autre avec une projection très rapide vers l'avant. Je trouve que cette équipe Stade Brestois, moi, elle me surprend positivement. C'est une surprise par rapport aux attentes en début de saison, mais semaine après semaine, c'est de moins en moins une surprise, parce que c'est le même visage contre Clermont, c'est le même visage contre Paris, contre Lille, que ce soit à domicile, à l'extérieur, que ce soit un petit ou un gros, on a le même Stade Brestois, on a les mêmes schémas qui se répètent, on a les mêmes satisfactions, et voilà ce que je disais, pour moi, on n'a pas raté un match cette saison, sauf peut-être Toulouse, et encore. C'est assez incroyable de se dire ça. Toulouse, c'est un peu le scénario du match où tu te mets toi-même en difficulté avec ce but complètement idiot, mais si tu prends pas ce but, c'est possible que tu enchaînes encore avec un match positif. Mais je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'avais noté également en préparant. Il y a finalement quasiment aucun match loupé cette année, et même quasi aucun match où c'est vraiment ennuyé à Toulouse, c'est vrai. Et Nice, je crois que tout le monde s'ennuie contre eux. Et il n'y a aucun match où on se dit que le Stade Brestois n'aurait pas dû prendre 2 points. Il n'y a aucun match où le Stade Brestois a été dominé, a été absent. Aucun match où Brest n'aurait pas mérité mieux finalement. Et dans les victoires qu'on a pu obtenir, il y a très peu de victoires qui sont tirées par les cheveux. Souvent, ce sont des victoires qui, après tu regardes un peu les statistiques du match, tu l'analyses. Et je pense au match de Lyon où on est vraiment très dominant. Clermont, le match à Montpellier, finalement, la deuxième période aussi, on est vraiment face à une équipe de Brest qui mérite tous les points qu'elle a pu prendre. Et un point intéressant, c'est vraiment la progression de cet effectif qui est finalement en très très grande partie le même qu'avait Michel Gazakarian. On se disait ça au boulot justement ce matin, donc mardi matin. On a vraiment, si on prend la même équipe à la même période l'année dernière, donc on avait juste Bradley Loco qui différait, Kenny Lala aussi sur le côté droit. Alors ce sont des latéraux qu'on peut considérer comme des joueurs qui sont pas finalement capitaux dans un effectif. On se dit jamais, même si c'est de plus en plus le cas, on se dit jamais qu'un latéral est quelqu'un qui va changer une équipe. Donc je pense que le mérite revient en grande partie à Éric Roy, qui réalise semaine après semaine, et tu en parlais, Fanche, un travail remarquable tant au niveau des têtes qu'au niveau des jambes finalement, puisqu'on a là des joueurs qui qu'on redécouvre finalement, notamment Pierre Lesmelou qui lui aussi peut-être se découvre à ce nouveau poste de numéro 6, et surtout des joueurs qui savent ce qu'ils font et qui savent ce qu'ils ont à faire. Et ça, je pense que c'est le principal changement par rapport à l'ancien entraîneur, c'est que on a l'impression que les joueurs ils travaillent à l'entraînement pendant la semaine, et ça se voit le week-end pendant les matchs, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à domicile. On pointait régulièrement les années précédentes la dualité, la bipolarité du Stade Brestois, avec un Brest qui pouvait jouer avec n'importe qui à domicile, mais qu'il aille jouer à Dijon, qu'il aille jouer à Paris, c'était la même chose, il allait se faire rouler dessus. Là, c'est plus du tout le cas. Brest joue de la même façon, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, et ça fait plaisir de ne plus se considérer comme le plus petit club de Ligue 1, ou de jouer comme le plus petit club de Ligue 1. Et ça, c'est
dans les têtes, on va dire, c'est, je pense, 80% du pourquoi Brest est actuellement à la place et à la place à laquelle il évolue actuellement et la mentalité surtout dans laquelle il débute tous ses matchs. Et ça fait la différence parce que la confiance appelle la confiance. Tu fais des bons matchs à l'extérieur, du coup, tu as envie de reproduire les mêmes choses, tu sais que tu en es capable et t'as pas ce doute qui s'installe comme les années précédentes où souvent on commençait les saisons. Je me souviens d'une saison où on perd 4-0 à Nîmes, on en prend 3 à Dijon. Alors forcément, quand tu vas à Marseille ou à Lyon ou à Paris, tu n'y vas pas avec beaucoup d'ambition et tu as la peur, t'as vraiment la peur au ventre lorsque tu affrontes des adversaires directs. Cette année à l'extérieur, il me semble qu'on est plutôt bien classé. Je regardais ça tout à l'heure sur le classement à l'extérieur. On est cinquième, on a déjà gagné 3 matchs à l'extérieur. Il y a des saisons en Ligue 1 récemment où on ne gagnait pas 3 matchs sur la saison entière. Là, on en a gagné 3 en 7 matchs. C'est quand même extrêmement encourageant pour une équipe qui veut obtenir un maintien serein et pourquoi pas plus. Mais ça se voit, hein, Quentin, ce que tu disais dans la manière de jouer aussi, dans les attitudes. Là, c'est l'équipe, je crois, qui a sorti quelque chose sur l'engagement des Brestois en comparant cette saison aux saisons précédentes, où on était précédemment toujours l'équipe la plus gentille au classement du fair play. Et cette année, on est une des plus agressives, je dirais, dans le bon sens du terme, parce que c'est une agressivité qui est assez saine, avec des joueurs qui ne lâchent rien. À l'image de Lesmelou, hein, qui est un joueur extrêmement agressif sur le terrain, mais sans être méchant. Et pour moi, ça fait toute la différence. Et les joueurs sont portés par cette volonté d'aller vers l'avant d'une part, et par cette agressivité à la perte du ballon d'autre part. Ouais, et une chose aussi qui change, c'est qu'on a vraiment des profils complémentaires. On n'a pas de doublons sur le terrain, chose qu'on pouvait avoir l'an dernier et l'année d'avant. Et ce qui l'illustre le mieux, c'est le milieu de terrain, Lesmelou, Magnetti, Camara. Ces 3 profils qui finalement sont très différents, qui font des choses très différentes, et ça se complète très bien. C'est assez fascinant de se dire, je suis peut-être un peu dans l'excès, mais après 13 journées, ce milieu à 3 a tabassé 80% des milieux qu'ils ont affrontés. Je trouve pas que tu sois dans l'excès, hein, parce que si on regarde, à part les matchs contre Paris où effectivement bah, ils ont le ballon, mais il y a beaucoup de matchs. Je pense le match de Reims notamment, où Reims c'est quand même une belle équipe de Ligue 1. Vous vous souvenez du premier quart d'heure de la deuxième mi-temps? Ils touchent pas le ballon, hein, les autres. Donc c'est vraiment un milieu hyper complémentaire et avec de la qualité. Et on reviendra peut-être sur les individualités, et notamment parler de Pierre Lesmelou, parce que c'est nécessairement un joueur sur lequel il faudra qu'on s'épanche un peu plus. Mais le gars rend les autres autour de lui meilleurs, à mon sens. Et un Mady Camara qui pouvait paraître, je dis bien paraître, hein, parfois un peu limité, notamment offensivement, et aujourd'hui un joueur qui est transformé. Hugo Magnetti n'a jamais été aussi bon non plus, depuis qu'il est avec Pierre Lesmelou à ses côtés et Mady Camara. Donc complémentarité, efficacité, vraiment le milieu qu'a trouvé Eric Roy est le bon, à mon avis. Et justement, quand je dis qu'on les tabasse, c'est pas juste qu'on récupère le ballon et qu'après on donne aux offensifs. Enfin, c'est un milieu de terrain qui sait défendre, qui sait casser le jeu, qui sait dicter le rythme, qui sait mener des offensives, qui sait construire. C'est ultra complet. Et je pense que tu l'as évoqué, Quentin voulait en parler. Le joueur qui, pour moi, a fait le plus de progrès là-dedans et qui est peut-être le plus complet, bah, c'est Mady Camara. Ouais, évidemment, tu en as parlé. Pierre Lesmelou reçoit beaucoup d'éloges et à juste titre, hein, évidemment. Meilleur joueur de Ligue 1 selon l'équipe. Ouais, et c'est pas déconnant. Alors évidemment, on regarde pas tous les matchs de Ligue 1, mais on regarde ceux de Brest et on voit à quel niveau il évolue depuis le début de saison. Il est très bon, mais il est aussi décisif de temps en temps. Tu parlais du match contre Reims, but exceptionnel. Il rend effectivement les autres meilleurs et je pense qu'il amène beaucoup de confiance aussi dans l'équipe. Ce serait intéressant d'avoir son avis aussi sur ce repositionnement. Qu'est-ce qui le rend aussi fort à ce poste finalement, parce qu'on sent quand même qu'il contre Clermont en tout cas c'était tout à fait criant qu'il maîtrisait totalement le match, que ce soit les mouvements des adversaires, encore beaucoup de ballons récupérés. Il était dans le 11 de l'équipe avec 12 ballons récupérés, il me semble. C'était déjà le meilleur récupérateur de ballons des 5 grands championnats. Mais effectivement, revenir sur Mady Camara, un poste finalement qu'on n'attendait pas. On attendait plutôt un Magnetti bis. C'est comme ça qu'on le qualifiait, même moi, hein, l'année dernière à cette époque-là. Et là, vraiment, une découverte totale. Et j'avais déjà dit en début de saison, il me semble, après le match contre Lyon, donc dernier podcast, que c'était le joueur le plus important de l'effectif.
Et c'est surtout c'est le seul joueur qui est capable de jouer dans son registre. Contre Clermont, c'était absolument criant. Tout le temps dans le bon tempo, dans ses appels de balles, une intelligence de jeu. Je sais pas si, en fait, c'est difficile de l'acquérir au fil du temps, mais peut-être qu'il s'est découvert aussi à ce poste-là et que c'est à ce poste-là qu'il trouve sa plénitude dans le football, mais vraiment une intelligence de placement. Là, vraiment, il était régulièrement très très seul au milieu du milieu, donc avec un carré, avec Godalon, Magnan, Boutoba et un autre qui n'a pas existé, dont j'ai oublié le nom. Vraiment, c'est un milieu capable de se projeter, ce qu'on demandait plus régulièrement, hein, c'est surtout important dans un milieu comme ça à 3, quelqu'un qui peut apporter un surnombre dans la surface, c'est important. Vraiment une palette techniquement c'est pas le plus juste, mais un bon jeu de tête, hein. Il a un bon jeu de tête offensivement, il peut apporter, et même sur les coups de pied arrêtés, soit défensif, soit offensif. Brest en sait quelque chose. Bien sûr, oui, Brest en sait quelque chose, parce qu'il avait marqué effectivement un doublé contre nous il y a quelques années, mais il représente un danger, même s'il n'est pas forcément très grand. Alors Quentin, tu vas évidemment dire qu'il est aidé par cette coiffure incroyable, mais... qui n'est pas très aérodynamique, non, mais qui a d'autres qualités, effectivement. On pourra quand même faire une compilation de ces différentes coupes, parce que d'une semaine sur l'autre, ça change beaucoup. Mais excuse-moi Yann, mais au-delà de la blague, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors il faudrait retrouver les statistiques précises des saisons, mais il me semble qu'il y a 2 ans, le Stade Brestois n'avait aucun milieu de terrain qui avait marqué un but. Et on en avait parlé dans un podcast en disant que c'était quand même problématique de devoir se reposer uniquement sur les attaquants et que les milieux de terrain ne pouvaient pas prendre le relais lorsque ceux-ci étaient un peu en panne d'efficacité. Et on voit cette année que nos attaquants marquent finalement peu, parce que je pense que Mounier, c'est 1 ou 2 buts et Satriano 1 but. En revanche, les milieux de terrain marquent quand même leur lot de buts. Del Castillo, je ne sais pas comment vous le considérez, mais Les Melou a marqué, Camara a marqué à Reims. On a des joueurs qui sont plutôt reculés et qui arrivent Kamori Doumbia a marqué également à Montpellier. Des milieux de terrain qui arrivent à dépasser un peu leurs fonctions et à marquer des buts. Et ça fait toute la différence. Ouais, ça montre aussi que les joueurs savent ce qu'ils font. Ils ne se retrouvent pas dans les positions dans lesquelles ils se retrouvent par hasard. Je pense qu'il y a un travail de fond. Il y avait eu un article du Télégramme, je crois, ou de Ouest France sur la préparation vidéo, avec chaque membre du staff qui avait une consigne particulière. Bruno Grougy, c'était les coups de pied arrêtés. Julien Lachuer, le travail défensif ou offensif. Voilà, chacun était à sa place. Et vraiment, ça a l'air de tourner parfaitement avec un Éric Sergeroy tout simplement souverain, charismatique, à l'aise dans ce qu'il fait. Et c'était inattendu, mais la greffe est totalement réussie entre Éric Roy et le Stade Brestois. Vraiment difficile de qualifier tout le bien qu'a fait Éric Roy à cet effectif et à ce club finalement qui était dans l'impasse il y a un an. Oui, c'est ça, il y a un an finalement, avant la Coupe du Monde. On se demandait si on allait descendre. Ouais, on ne voyait pas le bout, les mauvaises prestations s'enchaînaient. C'est à peu près à cette époque-là qu'il me semble que Michel Derzakarian a été limogé. Et depuis... Ouais, et c'est fascinant de voir, je sais que c'est qu'un indicateur, mais le nombre de joueurs qui ont été relancés depuis. On a beaucoup parlé de Lilian Brassier, on vient de parler de Mady Camara, mais même tu regardes Mathias Pereira-Lage, ses 2 meilleurs matchs à Brest. Ça demande une confirmation, ça. Voilà, mais ces 2 derniers matchs, c'est les 2 derniers, c'est les 2 meilleurs. Même, tu vois, Brendan Chardonnay, qui a eu des très bonnes saisons, la saison dernière, c'était plus compliqué. Lilian Brassier. Ouais, on a commencé par Brassier, effectivement. Enfin... Et puis tu as les bonnes surprises, tu as les joueurs auxquels tu t'attendais pas, comme Loco, qui arrive finalement l'année dernière, il était là, il avait rien montré par manque de temps de jeu. On s'était dit, bon, s'il n'arrive pas à prendre la place de... Je me souviens, Quentin, on en parlait tous les deux, on se disait, bon, le gars, il est là, il est gaucher, il n'arrive pas à prendre la place de Duverne, qui est quand même pas un foudre de guerre, c'est que certainement qu'à l'entraînement, il monte pas les choses nécessaires. C'était ma dernière impression de la saison contre Rennes. Ouais. Je l'avais vraiment trouvé catastrophique, quoi, avec vraiment aucune qualité professionnelle. C'est son frère. Et les menottes.
Elles sont pour moi, je les prends, il n'y a pas de problème. Après, en soi, concrètement, le joueur peut aussi progresser, et ce que tu disais à ce moment-là n'était pas faux. Il nous avait pas ébloui par son talent, mais peut-être que c'est une question de confiance, de mieux connaître ses coéquipiers, je sais pas, de motivation, d'envie. Il savait peut-être pas forcément où il allait être l'année prochaine. En tout cas, cette année, même si je l'ai trouvé un petit peu plus en retrait sur le match de Clermont par rapport à d'autres joueurs, peut-être que ça nécessitait pas non plus un apport des latéraux C'est ça, voilà. ultra offensif sur une rencontre que tu dominais déjà assez largement. Mais je trouve que ouais, c'est devenu une valeur sûre. Et même sur les coups comme ça faits par Lorenzi, quelques petits coups, Mady Camara, on avait un petit peu émis le doute de la rentabilité par rapport au prix qui avait été dépensé pour lui. Finalement, aujourd'hui, ça s'avère payant. Loco, c'est quand même, au regard du prix qui a été déboursé, c'est quoi, 500 000 euros et quelques, on avait dit. C'est quand même une très bonne recrue. Des joueurs libres qui arrivent comme Kenny Lala, bah encore une fois, encore une fois, en tout cas pour cette année, le recrutement me semble plutôt cohérent, même s'il y a son lot d'échecs et d'incertitudes, hein, Bilal Brahimi par exemple. En tout cas, c'est encore une fois une mayonnaise qui prend. Et effectivement, je le cite également, Eric Serge, pardon, dont on avait douté, en tout cas lorsqu'il était arrivé, parce que ça correspondait ni au profil qui était annoncé par la presse, ni vraiment à ce qu'on pouvait s'attendre, qui a réussi à mettre de la clarté à cette équipe. Je pense qu'il a compris son effectif. Et je pense également qu'il en tire le meilleur. Et en fait, je pense que humainement, entre les cadres de l'effectif et Eric Roy, c'est parfaitement passé. Oui, c'est vrai. Il y a une cohésion tout de suite. Je pense que ce serait. Alors, je pense que Eric Roy a l'intelligence. Eric Serge, pardon. A l'intelligence de comprendre un peu où il est arrivé. Oui. Et de, on va dire, de comprendre aussi les joueurs dans lesquels il fait confiance. Je pense qu'il y a un ou plusieurs cadres qui sont parfaitement en phase avec Eric Roy et ça fait un petit peu le lien de ce que tu disais, Quentin, tout à l'heure sur l'équipe de la montée, qui était les leaders et le noyau dur de l'équipe était très proche de Jean-Marc Furlan, et on sentait une osmose où il y avait vraiment une cohésion entre le groupe et l'entraîneur. Là, c'est un petit peu pareil. Et d'ailleurs, Eric Roy avait dit dans une interview que lorsqu'il était arrivé à Brest, il n'était pas arrivé avec l'idée de tout changer, mais qu'il s'était d'abord appuyé, qu'il avait écouté les gens en place, et notamment Bruno Grougy, Julien Lachefer, et qu'il s'était entretenu avec les cadres pour savoir ce qui ne marchait pas, et ce qui, selon eux, et ce qu'ils pouvaient faire pour remettre les choses en ordre. Et je pense qu'Eric Roy est, avant d'être un bon entraîneur, quelqu'un de très intelligent. Et au-delà de ça, un élément, je vous invite à regarder l'interview de Mady Camara, encore une fois, je parle que de lui visiblement, pour la Ligue 1 Uber Eats. Et j'ai l'impression que Camara, et c'est loin d'être le seul, a compris où il était. C'est-à-dire, il y a la connivence entre Eric Serge, les joueurs, mais le tout, c'est dans le cadre du Stade Brestois. Et je trouve, et ça transparaît notamment dans la conférence de presse de l'entraîneur, ça y est, on est Brest, tout le monde sait qu'on est à Brest, les joueurs savent que s'ils sont à Brest et pas à Paris, c'est pas pour rien, mais que c'est pas une situation d'échec non plus. Et ça véhicule un discours qui est très positif autour du Stade Brestois, c'est très plaisant, et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, on le dit en rigolant, ou que voilà, le maintien c'est réglé, pas forcément, et que Brest peut viser plus haut, mais c'est parce qu'il y a toute cette atmosphère positive qui est portée par les joueurs, et les joueurs ne sont pas là en disant « j'ai fait une bonne saison, c'est génial, je vais partir ». Là, on a l'impression que les joueurs sont « nous, Brest, on fait une bonne saison ». Ouais, et puis il y a une force mentale aussi. On a vu beaucoup de matchs qui ont été retournés. On aurait pu avoir peur un peu de ce que ça allait donner après plusieurs défaites dans évidemment un passage compliqué au niveau du calendrier. Mais boum, dès que les adversaires sont devenus un peu moins forts, hop, Montpellier, ça dégage. Clermont, ça dégage. Strasbourg, ça va dégager. Metz, ça dégage. Nantes, ça dégage. Et Lorient, hop, ça va en Ligue 2. Voilà. C'est simple. Je pense que, comme on l'a dit, irrégularité de la performance, que ce soit contre Paris, que ça perde, que ça gagne, on a toujours le même Stade Brestois, et ça, c'est vraiment ça démontre beaucoup de choses et une force, on va dire, de joueurs qui savent ce qu'ils valent, qui savent ce qu'ils doivent faire. Enfin, c'est une sérénité totale de l'effectif qui, pour moi, on va dire, me fait dire que ça va continuer, quoi, et que le maintien, contrairement à ce que dit Yann, pour moi est déjà, alors, mathématiquement, et oui, effectivement, c'est pas qui. Oui, bon, ça va. Le maintien avec une Ligue 1 à 20 équipes, ok, là, ça aurait été compliqué. Là, il reste presque 5 victoires en 20 matchs.
Bon, bah, Yann, ça va, hein. Tu vas. J'ai mis les précautions de langage, surtout parce que Fanch est là, parce que pour moi, oui, le maintien, c'est réglé. Et on est Ils à sont fous, 21 points. Ils sont complètement fous. Sans parler nécessairement de Coupe d'Europe, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Mais Alors, l'appétit vient en mangeant. Et en fait, de facto, si tu continues à jouer aussi bien, tu vas gagner des matchs, tu vas gagner des points. Et bah, tu vas te retrouver à te battre pour des places par rapport auxquelles les équipes gagnent des points, les équipes gagnent des matchs. Donc tu vas te retrouver en haut, quoi. C'est pas nécessairement top 4, top 5, hein, mais rien que 7, 8e pour Brest, c'est un gros pas en avant. mais en fait, c'est ça. Quand on parle d'Europe, moi, je parle pas. Il faut une qualification. C'est le fait de la jouer le plus longtemps possible. Si à la 32e journée, on est 7e et qu'on peut encore accrocher une 6e, c'est génial. Même si on n'y est pas au final. C'est juste, j'aimerais bien, voilà, c'est un peu prétentieux, mais j'aimerais bien qu'on soit pas l'équipe ventre mou dont la saison est terminée à la 5 journées de la fin. Moi, je trouve ça génial aussi, d'abord pour les joueurs, parce que c'est quand même une équipe et beaucoup d'entre eux sont à Brest depuis un moment, hein, les Chardonnay, Brassier, Magnetti, etc. Et depuis qu'ils sont à Brest, finalement, ils ne jouent que le maintien, et toujours des situations un petit peu galères, bien souvent à cause de débuts de saison qui sont complètement ratés. Et là, finalement, c'est la première fois en Ligue 1 depuis la remontée qu'on vit un début de saison aussi prolifique en termes de points. Et je pense même que par rapport à 2010, c'est mieux en termes de jeu. En 2010, on arrivait à faire des résultats parce qu'on avait une défense ultra solide et on faisait preuve d'un grand réalisme. Là, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup plus de maîtrise dans tous les compartiments du jeu. Alors effectivement, jouer en tout cas le haut de tableau, on s'entend, hein, 6e, 7e, 8e place, le plus longtemps possible, c'est vraiment un objectif. Après, parler d'Europe, et je sais que vous n'êtes pas en train de demander à l'Europe, loin de là, moi je trouve que ce serait peut-être un petit peu prématuré pour l'équipe, dans la mesure où le club n'est pas structuré pour ça, et on a la jurisprudence du FC Nantes l'année dernière, qui est un club qui est quand même un plus gros club que Brest, avec plus de moyens, des infrastructures et tout ce que vous voulez, qui a galéré à se maintenir parce que l'Europe leur avait vraiment pompé du jus. Cette année, c'est le cas de Toulouse. Alors, la question, c'est la suivante, c'est est-ce qu'on se fait un plaisir en espérant accrocher à une Europe cette année parce que l'équipe est très bonne et en espérant que ça tienne sur une saison, qu'on soit épargné par les blessures et finir 5e, 6e, 7e, je ne sais pas, et voilà, accrocher une Europa Conference League, ou alors vous préférez pas que le club grandisse tranquillement en accrochant une 10e, 9e place et au risque de ne pas jouer l'Europe, évidemment, mais peut-être avoir une saison suivante sur la continuité de celle-ci. Mais on veut jouer l'Europe ici. Mais on s'en fout qu'on descende. Moi, je veux voir le Stade Brestois en Europe une seule fois dans ma vie. De toute façon, je verrai le Stade Brestois en Ligue 2 encore une fois, enfin plusieurs fois, j'imagine, dans ma vie. Mais par contre, la Coupe d'Europe, ça, on ne sait pas. Et surtout. Est-ce que par contre, je verrai jouer Jordan Almavi pendant ma vie? Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais surtout, en fait, là, c'est moi qui vais être le mec un peu négatif, un peu pisse-froid, mais je suis désolé, mais une saison comme ça, un début de saison comme ça, on n'est pas prêt de le revoir à Brest. Si c'est pas cette saison qu'on finit à jouer l'Europe, pas forcément se qualifier, mais à la jouer jusqu'au bout, je sais pas quand ça sera. Enfin, je veux dire, structurellement, financièrement, il y a tellement de limites. On a une chance, c'est que aussi il y a des équipes qui ont pris du retard. Tu as des Lyon qui auraient été dans la course, n'y est pas. Marseille et Rennes, ça a l'air d'être compliqué. Et autant, Marseille, c'est nul. Autant tu te dis parfois, ouais, mais ces équipes-là, elles vont revenir parce que ce sont des grosses équipes. Là, je suis pas forcément convaincu que Lyon, ils reviennent dans la danse, par exemple. Je suis pas convaincu que Rennes ou Marseille reviennent si rapidement non plus jouer ces places. Alors peut-être qu'ils vont revenir et reprendre naturellement leur place et que nous, tout doucement, on va reglisser vers une 12e, 13e place, je ne sais pas. Mais profitons de ce moment-là pour engranger et prendre des points qui pourraient nous rapprocher. Et moi, je pense qu'honnêtement, un des objectifs crédibles et atteignables, c'est de finir en première partie de tableau. Tu finis dans les 9 premiers, ça me semble être très bien. Dans la colonne de gauche, comme disent les Belges, la colonne de gauche. Pourquoi tu ne sais pas, Yann? Je vois Yann qui me regarde. Je vais expliquer, puisque apparemment dans le journal, donc tu as deux colonnes. Tu as la première colonne avec du 1er au 9e et la deuxième colonne donc qui est à droite de la colonne de gauche, évidemment. J'ai l'impression d'entendre, Quentin, t'as pas l'impression d'entendre le prof de techno, là, la vue du dessus se place en dessous de la vue du dessus? Bien sûr, mais c'est la colonne de gauche. Voilà. Moi, je reconnais Roland Courbis, la colonne de gauche qui est à gauche de la colonne de droite. Bien sûr. Et la colonne de droite qui est à droite de la colonne de gauche. Le plus avec le plus qui ne fait pas moins, mais qui fait plus. Eh oui. Mais où on était? La colonne de gauche. Coupe d'Europe. Non, mais moi, je pars du principe qu'en fait, ça fait 13 entraîneurs de Ligue 1, mais
En gros, le but, c'est d'être bon contre Strasbourg. Si tu es bon contre Strasbourg, tu ne vas pas perdre. Tu vas sûrement gagner. D'ailleurs, si tu es bon contre Strasbourg, tu vas gagner 3 points, donc tu vas être 5e, et ainsi de suite contre Metz, contre Nantes, contre Lorient. Si tu continues à être bon, à être régulier dans tes performances, tu vas gagner des points, tu vas gagner des matchs, tu vas te retrouver avec des équipes qui vont gagner des points et gagner des matchs. Donc tu vas te retrouver en haut. Voilà, c'est aussi simple que ça pour moi. Et après, il n'y a même pas besoin d'objectif à se mettre, c'est juste être bon au prochain match, et si tu continues à faire des performances de ce genre, tu joueras en haut. C'est marrant Ouais, que tu ouais. parles de ça parce que justement, j'allais vous demander, ce que vous trouviez qui avait changé aussi concrètement sur le terrain par rapport à l'année dernière avec un effectif qui est globalement le même. Brest, cette année, vous savez, la combienième défense de Ligue 1 on est? On est 5e, non? 4e, égalité Oh avec là là! 4e défense de Ligue 1. C'est quand même un gros changement parce que l'année dernière, vous vous souvenez pas, enfin si vous vous souvenez bien sûr, vous vous souvenez des premiers matchs, des premières rencontres, je crois qu'on prend une moyenne, on était à 2 et quelques de buts encaissés par match et on se disait, bah voilà, si on doit marquer 3 buts par match à chaque fois pour gagner ou pour espérer prendre un point, on va jamais s'en sortir. Là, il y a des matchs qu'on a gagné 1-0, le match de Lyon qu'on arrive à verrouiller assez facilement. Voilà, c'est aussi une nouvelle arme pour le Stade Brestois d'être solide défensivement et de pouvoir voyager. Ça fait partie de ce que tu disais, Yann, d'à l'extérieur, de jouer comme à domicile, parce que tu as une base solide, un gardien qui est solide, une charnière qui est solide et qui progresse, et des latéraux qui font la différence par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant, parce qu'entre Romain Perrault et Brad Delocco, on s'est quand même tapé Jean-Kévin Duvert, même s'il y en a qui l'aimaient bien, mais compliqué, quoi. Oui, on l'aime bien quand il est à va Nantes. mieux, quoi. Et puis après, on a mieux, et on se dit qu'il était nul, quoi. Enfin, c'est un groupe en plus, même contre Montpellier, on a vu Lilian Brassier était absent. Hop, Julien Le Cardinal s'est pointé. Il a fait une prestation XXL. Alors qu'il n'avait pas joué depuis le début de saison, quoi. Donc c'est vraiment un. Pas bon pour Achraf Dari, tout ça. Moi, je serais partisan de rester que sur le positif. On va pas dire ce qui ne va pas. On va pas parler du début de saison de Jérémy Le Doiron. On va pas parler d'Achraf Dari. Et voilà. Jérémy Le Doiron, en fait, il est quand même dans l'esprit, je veux dire. Bon, il rate des choses, il fait partie à chaque fois qu'il y a des statistiques qui sortent sur les occasions ratées, il est dans l'esprit. Mais là, quand il est rentré contre Clermont, le fait d'avoir perdu sa place, j'ai l'impression qu'il a tenté des trucs. Moi, je l'ai trouvé dégueulasse. Ah ouais, il a tenté des trucs qu'il ne savait pas faire. Et tu disais, Quentin, fort justement en ouverture de podcast, que les joueurs sur le terrain faisaient ce qu'ils savaient faire. Et là, autant l'année dernière, Le Doiron était extrêmement chirurgical en mettant 10 buts, en faisant notamment un très bon jeu de tête et en étant vraiment dans son registre. Or là, depuis le début de saison, je vais pas dire qu'il se prend pour quelqu'un d'autre, mais j'ai un peu l'impression qu'il est sorti de ce qu'il savait faire pour tenter des nouvelles choses. Alors que Le Doiron, c'est pas Neymar. Il fait un petit peu comme Mbappé, quand Mbappé se prend pour Neymar à faire un peu n'importe quoi. Mbappé n'est jamais aussi bon que quand il fait du Mbappé, vitesse, contre, projection, gna gna. Le Doiron, faudrait peut-être qu'il revienne un petit peu, qu'il se recentre sur son jeu, parce que je pense qu'il peut nous apporter. Il n'est pas devenu nul du jour au lendemain, mais ça fait partie des côtés un peu négatifs. Et autre chose assez négatif, ou en tout cas sur lequel on pourrait retravailler, c'est l'efficacité de nos attaquants. Même si Mounier est assez, en ce moment, utile, je dirais, plus que décisif, mais utile dans le jeu. Il a l'air assez en forme physiquement. L'absence de but de lui et de Satriano, je dirais pas m'inquiète, mais peut me déranger. On va en avoir besoin à un moment ou à un autre. Donc il s'agirait de lancer quand même leur saison à un moment donné. Et je suis d'accord avec toi sur Le Doiron. Je trouve il fait des choses qu'il ne maîtrise pas, quoi. Et je pense que c'est dans la tête que ça se joue. Évidemment, il est obligé, dans sa tête, il est obligé d'en faire plus pour essayer de marquer plus de buts, parce que je pense que lui aussi, alors, ça doit lui peser sur le système d'avoir marqué un but, d'avoir raté toutes ses occasions. Et autant tu disais tout à l'heure que la confiance engendre la confiance, les occasions manquées, plus elles sont nombreuses, moins la confiance est là. Donc, et je pense que c'est plus facile d'enrayer la confiance que de la gagner. Donc maintenant, je pense qu'il en fait un peu trop, comme tu l'as dit. Surtout, les talonnades, ça va, quoi. Les talonnades, quand t'as des limites techniques aussi flagrantes, ça va. Et en fait, c'est ça que j'ai pas aimé sur sa rentrée avec Clermont, c'est que techniquement, on a vu un fossé entre lui et les autres joueurs. Alors, honnêtement, il y a eu des moments surnaturels. On a vu les Brestois tenter des choses absolument extraordinaires et ça passait. Je suis pas sûr que ça passe à chaque match. Mais ça va, les contrôles à 5 mètres, alors que Clermont ne pressait pas, Clermont avait déjà plus ou moins lâché le match.
Vraiment, moi j'essaye d'être tolérant et tout, mais je pense que son entrée, c'est la pire entrée que j'ai vue de Le Doiron en X mois, X années en fait. Voilà. C'est dommage parce que en plus, il a pas eu de chance. Il revenait parce qu'il y a eu ce but contre le PSG qui lui permet de marquer son premier but de la saison. Il loupe d'autres occasions hein, par ailleurs. Et après, on enchaîne avec le match de Monaco où là, il peut obtenir un penalty et un but. Il marque un but qui les deux sont refusés. Ça aurait pu un peu lancer sa saison et j'ai l'impression que ça lui a remis un deuxième coup derrière la tête. Alors, le Brest aura besoin de lui hein, parce que moi, je suis pas forcément. Alors, Pereira là, j'ai fait 2 bons matchs là, en tout cas une partie de match contre Montpellier et un bon match contre Clermont. Mais je pense que il est encore un peu léger pour ce poste et parfois il manque un peu de présence physique, de vitesse, je trouve, en Ligue 1 pour être très performant. Là, on a joué contre une équipe vraiment très faible de Clermont. Il faudra compter sur le Doiron cette année et j'aurais bien aimé que le Doiron se remette la tête à l'endroit. Alors peut-être en deuxième partie de saison, mais ou alors même sur les matchs qui viennent, hein, contre, je vois bien très bien le Doiron marqué contre Strasbourg ou Metz. Et ce sera une corde supplémentaire à notre arc. Ouais, et puis évidemment Brahimi, hein, qui lui s'est sorti finalement du groupe tout seul, hein, comme on disait en début de saison. Ce sont peut-être les deux points négatifs, on va dire, de cette série, de ces derniers mois, avec des joueurs qui ne lancent pas leur saison, contrairement par exemple on parlait du banc, mais Kamori Doumbia, quoi. Moi, Kamori Doumbia, on l'aime beaucoup. Oui, tout à fait. Visiblement, il devrait jouer contre Strasbourg. Pierre Lesmelou ne sera pas là, lui en revanche, coup dur pour nous qui allons au stade. Tout de même agréable hein, de voir Pierre Lesmelou évoluer sur un terrain de football et encore plus à Francis Leblay. Comment vous de votre côté, est-ce que ça vous remplaceriez Pierre Lesmelou? Est-ce que ce serait du poste pour poste? Est-ce que on mettrait un joueur comme Jonas Martin, peut-être qui correspond plus ou moins aux caractéristiques de jeu de Pierre Lesmelou, ou bien peut-être un Magnetti un peu plus bas et un Kamori Doumbia pour jouer, pour être encore plus offensif. On a vu des changements offensifs à 2-3-0 contre Clermont. J'ai l'impression que Eric, là, il se lâche. Eric, il a décidé de lâcher les chevaux, là, Eric. Avant de laisser notamment Fanch répondre sur la question, préciser que la question, finalement, elle se pose pas que pour Strasbourg, parce que quelque chose qu'on n'a pas dit jusqu'ici, c'est qu'on a quasiment pas de blessés. On a Jordan Amavi qui est habitué, mais on a quasiment pas de blessés. On n'est pas à l'abri que ça arrive. On n'est pas à l'abri que Pierre Lesmelou se fasse une grosse blessure, que Camara, pareil. Enfin, voilà, il faut voir si on est capable. Et finalement, la suspension de Lesmelou, ok, c'est chiant, mais c'est pas plus mal de voir ce que Brest peut faire sans se mettre à jouer. Ça va être un vrai révélateur. Que ce soit à domicile contre Strasbourg. En plus. Et pas à l'extérieur contre Lille, quoi. Alors, je dirais qu'il y a 2 solutions dans la mesure où on aura certainement un milieu à 3 de toute façon. Soit tu as la solution offensive qui serait de mettre Magnetti et Camara, donc tous les deux alignés, derrière Kamori Doumbia, je pense. Ou alors la solution plus défensive avec le même duo Magnetti-Camara dans la même position qu'avec Lesmelou, mais avec un Jonas Martin derrière. Je suis partisan à domicile avec la confiance de l'équipe et au regard des dernières prestations lorsqu'il est entré de Kamori Doumbia, de tenter cette option-là, de mettre Kamori Doumbia derrière les offensifs et avec Magnetti Camara qui pourront moins se projeter certainement que lorsqu'ils sont avec Pierre Lesmelou, dans un rôle plus défensif, plus de récupérateur que de relayeur, et de laisser à Kamori Doumbia le soin d'animer le jeu offensif, parce que je suis pas vraiment convaincu par Jonas Martin depuis son arrivée à Brest. Physiquement, je le trouve dans le dur. Lorsqu'il rentre, à chaque fois, il me laisse sur ma faim. J'ai pas l'impression de voir un joueur confirmé de Ligue 1. Et j'ai vraiment envie de voir Doumbia qui, lorsqu'il rentre avec Brest, est plutôt intéressant. Lorsqu'il va avec son équipe du Mali, est buteur et également un joueur plutôt percutant. Donc ce serait mon option. Je serais Eric Serge, je mettrais l'option offensive demain contre Strasbourg, une équipe qui doute. Et ça n'empêche pas, si tu mènes au score, de faire entrer Jonas Martin pour verrouiller un peu le tout. Après, est-ce qu'il va vouloir remettre Magnetti et Camara dans les meilleures dispositions avec quelqu'un derrière? C'est peut-être aussi une opportunité, parce que ça marche. Voilà. Moi, j'aurais choisi l'option Camara, en tout cas. Doumbia, pardon. C'est n'importe quoi. Est-ce que l'argument autour de Jonas Martin qui affronte son ancienne équipe, de laquelle il est parti un peu en mauvais terme, brutalement et en mauvais terme, te titille un peu la verge? J'ai peur qu'avec le caractère du joueur, ce soit l'occasion encore d'être un petit peu plus agressif qu'habituellement, et qu'il, en plus de ça, surjoue un petit peu, et déjoue parfois, et soit souvent à la limite, concède des fautes et tout.
il y a le côté revanchard, mais je pense que les autres joueurs, en fait, l'équipe n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin d'un mec revanchard au milieu de terrain. Ils savent déjà ce qu'ils ont à faire, ils sont de bons joueurs. Camara, Magnetti, au niveau de l'impact, de l'agressivité, c'est bien. Non, moi, je suis vraiment partisan de l'option de cette équipe doit continuer à aller de l'avant. Et donc, Doumbia, dans cette logique d'aller de l'avant, me semble plus pertinent. Est-ce qu'il faudrait pas aussi lancer la saison de Jonas Martin à un moment donné? Bah ça, il a quasiment pas joué finalement. Ça fait 1 an et demi qu'il a quasiment pas joué. Et il y a un autre avantage qu'a Kamori Doumbia, même si je sais que Quentin est un peu réservé là-dessus, c'est que Doumbia, tu peux le faire rentrer un peu partout. T'es pas obligé de le mettre au milieu. Jonas Martin, c'est au milieu ou nulle part. Doumbia, tu peux le garder sur le banc et te dire, tiens, je vais le mettre sur le côté au cas où t'as besoin de tenir le ballon, ou si jamais bah, tu sens que tes idées sont pas dedans. Moi, je serais pas indifférent à l'idée de lancer Jonas Martin à domicile dans un match qui, sur le papier, est assez taillé pour lui, parce que le milieu de Strasbourg, c'est pas folichon, faut se le dire. Et voilà, par contre, si là, effectivement, ça le fait pas, qu'il passe à travers, qu'il est hors de rythme, etc., faudra se reposer la question, mais on est dans une logique de gestion d'effectifs, et je pense que moi, je lui donnerais une bonne chance contre Strasbourg, et je suis même assez convaincu qu'il ferait pas forcément un match du niveau de l'AS Melou, mais quelque chose de très cohérent, et que ça marcherait très bien avec les deux autres autour. Moi, je pense à son match contre Toulouse. Ouais, mais alors... Et je me dis qu'il a eu sa chance, et pourquoi est-ce que Doumbia ne mériterait pas sa chance lui aussi? Son match contre Toulouse, j'y pense. En fait, le match contre Toulouse, moi j'ai beaucoup de mal à l'analyser parce que il y a eu quelque chose qui s'appelle Pierre Gaillouste, qui a littéralement sifflé toutes les 2 secondes. Donc il n'y a pas eu la possibilité de mettre quoi que ce soit. Et un joueur qui met des contacts comme Jonas Martin, parce que ça reste quand même sa grande caractéristique et sa vraie qualité, bah forcément dans un match comme ça il est pénalisé. Le mec, au moindre contact, il a une faute contre lui. Oui, forcément. Alors c'est facile, il n'y a pas que ça, mais ça joue. Et par contre, je suis d'accord qu'Amori Doumbia doit avoir sa chance, mais en fait, on regarde sur ses dernières rentrées, qu'Amori Doumbia, il joue plus que Martin, il joue dans des positions assez diverses et variées. Faudrait regarder le temps de jeu, en fait, entre Doumbia et Martin sur ces 5-6 derniers matchs. Je suis pas certain que Martin joue plus. Hein. En tout cas, visiblement, Kamori Doumbia va jouer. Oui. Alors, c'est difficile de savoir si le message de Eric Roy comportait de façon sous-jacente la notion de titulaire ou pas. Mais après, s'il dit ça et qu'il n'est pas titulaire, évidemment qu'il va jouer. Enfin, on sait très bien qu'il va rentrer en jeu si jamais il est remplaçant. Alors, évidemment, il y a toujours la possibilité de le mettre côté gauche. Hein, évidemment, on se dit que Romain Del Castillo est indéboulonnable à droite, même si son match n'a pas été fou. Bon, évidemment, on va dire qu'il y a eu du bon et du moins bon, du très bon et du un peu moins bon. Contre Clermont. D'ailleurs, Eric Roy l'a pointé du doigt. Hein. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et il est un peu moins en forme, on va dire, même s'il reste décisif. Hein, ça reste le facteur X. Oui, voilà, c'est-à-dire que s'il marque 2 buts à tous les matchs, bah, il n'y a pas de souci, hein, c'est Lionel Messi, quoi. Mais défensivement, on va dire que Kamori Doumbia a peut-être un peu de doute. Et étant donné que lui aussi aurait tendance à se repositionner vers l'axe, ça fera peut-être un peu beaucoup de monde dans l'axe, avec Del Castillo, avec l'attaquant, le 9, avec Doumbia, avec Camara qui peut se projeter. Il y aurait peut-être un peu beaucoup de monde dans un périmètre assez peu dense finalement, puisque de toute façon, on se dit qu'on va peut-être avoir pas mal le ballon contre Strasbourg. Donc voilà, il y a peut-être un peu trop de joueurs, mais en même temps, c'est difficile de se dire que on va changer le système qui marche finalement très très bien depuis le début de saison. Et si on considère à juste titre que Pierre Lesmelou est le patron de cette équipe, c'est aussi une opportunité de garder le système et de voir comment il fonctionne sans le patron. Est-ce que Pierre Lesmelou est indispensable à cette équipe, ou bien est-ce que cette équipe peut continuer à performer même si on lui enlève un des joueurs les plus importants de son effectif. Pour moi, ça va être très intéressant de le voir, parce que un peu comme à Lens, par exemple, quand on voit Lens jouer, ils peuvent mettre n'importe qui à n'importe quel poste. Alors, évidemment, c'est pas non plus Gradit avant-centre, quoi, tu vois, mais ils peuvent mettre Wai devant, Saïd devant, Sotoka devant, et Thomasson et Fulgini derrière lui, ou Fulgini un peu plus haut. Voilà, ça peut
ça peut changer, et par contre, ils joueront tout le temps de la même façon, et ça restera cohérent. Donc j'ai envie de voir si le système commence à prendre le pas un peu sur les individus au Stade Brestois, ce qui pour moi est une excellente chose, parce que comme on l'a vu par exemple presque avec le Cardinal, toi tu l'as enlevé tu as enlevé Brassier, qui est lui aussi très important, tu as mis le Cardinal à la place, et ça a très bien fonctionné. Donc ça veut dire que finalement Brassier est remplaçable. En tout cas, à un moment M, quoi, un jour J. C'est peut-être pas, il sera peut-être pas, c'est peut-être différent contre une autre équipe, mais là, contre Montpellier avec Accor Adams, un peu dans le dur, ça a très bien marché avec le Cardinal. Et j'ai envie de voir si, justement, contre Strasbourg, qui est une équipe plutôt abordable, on va dire, pour le Stade Brestois, qui pourrait laisser à la pointe basse des espaces, du temps, voir si Jonas Martin, éventuellement, en cas de blessure de Lesmelou, pourrait le remplacer à long terme, mais ça aurait très peu d'incidence, on va dire, sur les performances de l'équipe, et on pourrait comme ça changer un peu les joueurs, mettre Magnetti un peu plus bas, quoi, par exemple, et mettre Kamori Doumbia un peu plus haut, et le contenu serait presque le même, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai essayé d'expliquer. Si, totalement. Mais le système avant les hommes. Voilà, c'est le test. Et il y a une phrase que j'entends de plus en plus qui dit il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Je pense que Jonas Martin n'a pas perdu son football sur la dernière année, même s'il se fait vieux, même s'il joue de moins en moins, même s'il se blesse de plus en plus. Je pense que ça reste un joueur de Ligue 1 tout à fait correct, et voire bon, et ce serait comme une bonne opportunité de lancer sa saison pour lui face à Strasbourg, avec un but éventuellement en plus, ou deux, ou trois, comme un ancien milieu de terrain qui avait marqué contre Strasbourg. Et si on essaye de se projeter au-delà de Strasbourg sur les 5 derniers matchs, donc Strasbourg, Metz, 4 derniers matchs, Strasbourg, 4. Metz, Nantes et Lorient, combien de points? C'est 4 matchs? Ouais. Une victoire, c'est 3 points? Ouais. 12. A priori, oui. Non, je rigole, mais je sais pas, moi un 7 sur 12, ça me va. Honnêtement, tu gagnes 2, t'en fais un nul, et tu perds un match, t'as le droit de perdre un match, et puis Brest, ça reste Brest, t'as le droit d'avoir un adversaire qui est meilleur que toi sur une journée, t'as le droit de passer à côté, d'avoir des erreurs d'arbitrage, peu importe, mais si tu prends 7 points sur les... Enfin, en gros, si je rajoute 15 avec le match de Strasbourg, tu prends 8 points sur les 15, t'arrives à 29 points à la trêve. Bon, qu'est-ce que tu veux demander de plus au Stade Brestois? Ce serait déjà très bien. Au-delà, ce serait pour moi, tu dépasses les 30 points à la trêve, pour moi, c'est un début de saison exceptionnel. Même si on est à 27-28, je trouverais ça vraiment très très bien. Et ils ont fait le plus dur pour la première partie de saison, et j'espère qu'ils vont capitaliser sur les matchs qui viennent face à des adversaires qui sont, si ce n'est abordables, en tout cas à leur niveau au moins, du Stade Brestois. Nul à chier. Non, faut pas dire ça parce que le FC Lorient. On sait qu'une saison, c'est même sur un match, les équipes perdent peu. Il y a des équipes, même Lorient perd assez peu. Je crois qu'ils ont perdu que 4 matchs cette année. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Je pense qu'il faut que Brest reste comme il joue maintenant, c'est-à-dire avec pas mal d'humilité, sans se prendre vraiment pour d'autres. Ceux qui se prennent pour d'autres s'excluent même de l'équipe. Tu as vu le Doiron à Brahimi, par exemple. Le Stade Brestois doit faire du Stade Brestois, doit faire ce qu'il sait faire, et c'est comme ça qu'il va réussir à prendre des points. Donc moi je dirais sur les 5 matchs qui restent, 8 points, c'est bien. Et évidemment, ce déplacement à Nantes qui fait peur tous les ans. Oui. Mais on a envie d'y croire cette année. Oui, et puis c'est ce que je disais aussi, mine de rien, depuis 2 ans, que ce soit avec Derzac ou avec Roy, Brest est un peu en train de faire tomber toutes ces bêtes noires. Là, il en reste quasiment que 2, c'est Paris et la Beaujoire. Je sais pas lequel on va réussir à gagner en premier, mais la Beaujoire, c'est compliqué tous les ans. Ah, ça, que ce soit en coupe, que ce soit en championnat, c'est compliqué. Messieurs, peut-être s'arrêter là pour... Peut-être aussi. Toi, combien de points tu vises sur les 15? Combien de points je vise, moi, sur les 15 Alors aussi, on savait qu'on 3 déjà. 12, quoi. C'est ambitieux, hein. Ouais. Mais ça me semble pas déconnant. On peut se le permettre, et c'est rare à Brest. Moi, je suis entre 10 et 12, mais ouais. Est-ce que vous êtes conscients, là, messieurs, qu'on est en train de parler du Stade Brestois, et peut-être que ça n'arrivera plus jamais qu'on parle d'une saison où on est aussi performant, et c'est aussi agréable
Parce que j'ai l'impression qu'on a dit que des choses positives sur à peu près tout le monde, que de l'entraîneur aux joueurs, au directeur sportif, au public hein, d'ailleurs, qui répond présent, parce que là je crois qu'on va se diriger vers un 11e guichet fermé contre Strasbourg consécutif. C'est plaisant tout ça. Mais la malédiction du podcast, voilà, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? On sait très bien qu'on va se faire fumer 2-0 par Strasbourg à cause de ce podcast. On le sait, bien évidemment. Après, ici, on essaye d'être juste hein, quand il y a des choses qui ont l'air d'aller mal. Mais c'est vrai que d'une année à l'autre, on se rend compte que ça peut changer à une vitesse phénoménale. Tout va très vite dans le football, sauf Mario Lichka, bien sûr, on le sait. Mais voilà, l'année dernière, il y a 12 mois, on était en train de se dire si le Stade Brestois n'allait pas redescendre en Ligue 2. Et là, aujourd'hui, on s'en prend à rêver de la colonne de gauche. Donc, tout va vite. Un jour, un podcast, on est plus négatif. Aujourd'hui, on est très positif. Et si ça se trouve, dans 6 mois, on sera encore... alors, je pense qu'on sera toujours en Ligue 1. Donc, finalement, ce ne sera pas une mauvaise saison. Mais on aura peut-être des regrets sur cette saison. Moi, je pense qu'il faut profiter. Vraiment, le mot d'ordre, c'est vraiment de profiter de la situation actuelle. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Personne n'est capable de nous le dire de toute manière. On va peut-être qu'on va baisser un petit peu le pied, qu'on sera moins bon, qu'on se maintiendra dans les dernières journées, j'en sais rien. Mais c'est tellement bien ce qui est fait maintenant qu'il faut savoir le dire et profiter de la situation actuelle. Et c'est aussi là-dessus qu'on va construire. Et quand tu vois qu'à la séance de dédicace, tu as énormément de jeunes, je me dis que y a des choses à faire et à bâtir autour de ce club qui reste quand même malgré tout un club assez atypique dans cette Ligue 1 qui est vachement aseptisé avec tous les clubs qui tendent à se ressembler avec des investisseurs étrangers qui ont un peu les mêmes projets, les mêmes têtes de stade et tout. On reste encore dans ce monde-là un peu un ovni et profitons et cultivons un petit peu cette différence et le plaisir que cette équipe nous procure. Profitons et on espère aussi que le club va en profiter, que c'est pas un an comme ça, une saison comme ça, et qu'on va pouvoir bâtir aussi grâce éventuellement à des joueurs qui ont été mis en valeur. Lilian Brassier évidemment, on parle de valeurs marchandes qui ont explosé depuis le début de saison, j'imagine. Bradley Loco par exemple, et éventuellement peut-être un même Malik Camara quoi, on pourrait faire une éventuelle plus-value dessus. Après, c'est de l'argent à bien réinvestir et essayer de faire le cercle vertueux quoi, qui permettrait au club, comme tu l'as dit, qui est contrairement à beaucoup d'autres en Ligue 1 et propriété du leader national de la distribution de légumes, bien sûr, on le rappelle, de progresser et de se développer positivement, évidemment. Et un nouveau toit, bien sûr, pour la tribune Foucault, éventuellement. Ou un nouveau stade, au hasard, bien sûr. On est bon? On a fait le tour? On est bon, on a fait le tour. Pourvu que ça dure, bien sûr. Agréable podcast. Ah, c'est toujours plus agréable, de toute façon, de parler... Déjà, c'est agréable de parler du Stade Brestois quand ça va bien. C'est agréable de parler du Stade Brestois en bien, quand ça va bien. Puisque finalement, on est supporters comme vous tous et vous toutes. Donc, on n'a pas envie de critiquer parce que ça va mal. Nous, on a envie de vibrer, d'avoir des émotions positives, comme on en a vécu depuis le début de saison. Hein. Déjà, rien que le premier match nous a fait vivre des émotions comme rarement on a vécu ces dernières saisons. Était-il annonciateur? Il y a quand même un coup d'envoi fictif qui a peut-être lancé la saison. Ah bah bien sûr, on le salue la légende, Valentin Madouas, qui était présent contre Clermont. Ami du podcast. Eh ami de la ville de Brest, hein, visiblement. Ami du Stade Brestois en règle générale. Et qui a annoncé, qui a lancé la saison de pied de maître, hein, on va dire. Et effectivement, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses agréables. Et en tant que supporter, j'aime le rappeler, c'est finalement tout ce qu'on peut imaginer de bien, de vivre des émotions avec son club de foot. C'est pour ça qu'on le suit, qu'elle soit finalement négative ou positive. Finalement, ça fait toujours un petit quelque chose en plus. Surtout et moi, comme tu le disais, Yann, je crois, c'est surtout ne pas, idéalement, vivre quelque chose jusqu'à la fin de saison. Et pas devenir un club du ventre mou, quoi. Hein, c'est le Guingamp de la Ligue 1, par exemple. Au hasard. Fanche, Yann, à la prochaine.
Merci messieurs. Un nouveau podcast, on essaiera de se retrouver pendant les vacances de Noël. Je pense que ce serait un moment opportun pour Tout à fait, faire le point après la série de matchs là, qui arrive. Peut-être individuellement un conseil de classe, si on a l'habitude franche. C'est une bonne idée de faire ça autour des vacances de Noël. Jusque-là, bonne fin de première partie de saison à tous. On se régale. Et À très vite. On a une grosse séquence. Strasbourg, Metz, voilà. Ça va venir. allez, bref. Allez, bref. Ciao.